En fait, j'allais dire, ce qui serait bien, c'est que tu viennes poursuivre un de ces jours. Donc, on t'a déjà. C'est la troisième fois que tu dois venir. Et donc, peut-être, on aura bientôt une quatrième. Donc, maintenant, le débat ou les questions sont ouverts. Vous étiez très réactif tout à l'heure, brutalement. Oui, allez-y. Allez, on va essayer. Est-ce qu'il y a un micro là-haut? Ça va être compliqué, mais je peux entendre. Au pire, je répéterai les questions sur mon micro. Allez-y. Les bateaux. Quand ils ont vu les bateaux, ils n'ont pas compris. Ouais. Alors, je pense que l'exemple est un peu fort de café, pour vous dire frais. C'est quand même un objet massif. Et oui, l'histoire, la légende raconte qu'ils n'ont rien vu. Et c'est juste en regardant les vagues, ils ont vu que les vagues étaient différentes. Ils se sont dit, tiens, il devrait y avoir quelque chose. Et là, soudainement, des bateaux sont apparus. Je pense que l'exemple est un mythe, clairement. Mais je pense qu'il y a un fond de vérité à cette histoire. Parce que, encore une fois, notre perception est une reconstruction prédictive. Donc, je vous donne un autre exemple beaucoup plus réaliste. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Tchernobyl, mais par exemple, à Tchernobyl, quand les alarmes étaient en train de sonner partout dans l'usine, je ne sais pas comment on dit, la centrale, pardon, le heuristique, donc le cerveau approximatif, dans la centrale, tout le monde s'en foutait. Et on le voit quand on fait des drills de feu, etc. Donc quelque chose peut être là et on décide de l'ignorer. Mais je dirais que il y a de très faibles chances que ces mécanismes peuvent s'étendre à des trucs qu'on dit bas niveau, comme par exemple un bateau, où genre il y a une météorite dans le ciel, donc il va modifier la luminosité, etc. Et on voit juste la lumière se modifier, mais on regarde et personne ne la voit. Je pense que c'est un peu exagéré, mais je pense qu'on a ce qu'on appelle j'ai des expériences que je peux vous montrer sur ce qu'on appelle la cécité au changement, par exemple. Quelque chose qui change très lentement, on peut ne pas le voir. On appelle ça, la cécité au changement progressif. C'est pour ça qu'on ne se voit pas vieillir, qu'on ne voit pas les gens avec qui on vit vieillir. Mais si on voit quelqu'un en janvier 2020 et puis 2023, quand on rentre de dîner, je dis à ma copine, il a bien pris un coup de vieux. Hein. Mais c'est jamais moi qui prends le coup de vieux, c'est tout le temps les autres, parce que moi je vis avec moi-même. Donc il y a ces phénomènes de cécité, mais je dirais que ce n'est pas sur des changements comme ça brutals. Genre il n'y a rien et soudainement un bateau apparaît et je ne le vois pas. Donc il y a des biais, donc souvent des biais attentionnels de cécité au changement progressif. Il y a aussi des cécités au changement tout court. Je ne sais pas si vous connaissez ces expériences où on demande à deux équipes de se lancer un ballon. Il faut compter combien de fois ils se lancent le ballon. Et pendant qu'ils se lancent le ballon, il y a par exemple un gorille qui passe et qui danse. Et personne ne le voit. Ça, c'est pas parce qu'il ne le voit pas. C'est parce qu'on a des ressources attentionnelles tellement limitées qu'on est concentré sur quelque chose, donc on ne voit pas autre chose qui est sous notre nez. C'est comme ça qu'on fait de la magie. Je vous dis, regardez ma bague, et en attendant, je fais plein de trucs avec cette main, vous ne le voyez pas. On revient à cette notion de ressources limitées. Mais s'il y a un bateau, et je vous dis, regarde, là, il y a un bateau, et vous ne savez pas c'est quoi un bateau, et vous dites, non, je ne vois rien, je vois la mer, ça, j'y crois pas trop. Mais donc oui, c'est un phénomène qui existe, mais je pense que cette histoire l'exagère un peu. D'autres questions? Là, il y a une question, mais vous ne pouvez pas la voir. Votre perception est limitée. Alors, il y a plusieurs manières de définir le réel. Ma définition préférée est celle de Philippe K. Dick, un auteur de science-fiction qui dit le réel est ce qui reste quand on n'y croit plus. C'est-à-dire, quand on fait des sciences cognitives, il faut accepter qu'on navigue dans de la probabilité. Et donc, est-ce que c'est possible que vous n'existiez pas et que moi, je sois en train d'halluciner tout le monde? Oui, mais la probabilité que ce soit ça le cas versus qu'il y a un monde qui existe et qu'on est tous en train de percevoir cette table, indépendamment de comment elle apparaît dans notre cerveau à tous, il y a beaucoup plus d'indices convergents qu'il y a un monde extérieur à mon cerveau
que d'indices qui disent qu'on est dans une matrice ou dans une réalité virtuelle ou que je suis la seule personne qui existe et vous êtes tous et toutes les fruits de mon imagination. On ne peut jamais répondre à cette question de manière hyper tranchée, mais aujourd'hui, avec toutes les données qu'on a, surtout par exemple avec l'anatomie comparative, quand on compare avec des cerveaux d'autres animaux, etc., on a beaucoup plus tendance à croire, en tout cas la majorité des chercheurs aujourd'hui croient qu'il y a une réalité extérieure à nous, à laquelle on a un accès partiel grâce à nos sens. Mais il y a encore des irréductibles, par exemple des personnes panpsychiques qui croient que tout a une conscience, même cette table, même mon casque, même cette bouteille d'eau, c'est juste que c'est un niveau tellement bas qu'elles ne peuvent pas agir dessus. Et il y a des personnes qui continuent à croire que peut-être qu'il n'y a rien qui existe et que chacun, on ne sait pas c'est qui la personne originelle, mais qu'on est en train de s'halluciner. Mais la science de la subjectivité est quelque chose qui est très important en neurosciences. Donc, contrairement aux autres sciences où on essaye en permanence d'objectiver, il y a plein de sujets en neurosciences où on appelle ça l'expérience phénoménologique, cette expérience qui est unique à moi. Par exemple, quand le narrateur de Proust mange sa madeleine et que ça lui rappelle sa madeleine de son enfance, cette expérience est unique à elle. Il faut avoir vraiment vécu cette même enfance pour avoir cette nostalgie. Et personne d'autre ne peut l'avoir sur Terre. Et donc c'est une expérience hyper subjective. Et cette science de la subjectivité est quelque chose avec lequel on galère beaucoup, parce que nos outils scientifiques sont souvent construits pour penser l'objectivité. Et donc on est vraiment dans cette frontière liminale entre le monde réel, objectif extérieur à nous, et la réalité phénoménologique subjective à chacun et chacune d'entre nous. Et on pense que le monde existe. C'est pas là, Lacan disait quelque chose du genre, le réel, c'est quand on se cogne dedans. Pardon ? Lacan, il disait quelque chose du genre, le réel, c'est quand on se cogne dedans. Oui, le réel, c'est quand on se cogne dedans, oui. C'est une autre manière de se dire. Genre, si je dis la voiture n'existe pas et je suis en plein milieu de la route, il y a de fortes chances qu'elle s'impose sur moi, quoi. J'avais une question. J'ai lu quelque part qu'en fait, en particulier quand on a étudié le développement des enfants, en fait, ils ont des espèces de modèles d'une certaine façon, comme tu disais, et qu'en fait, ils font des statistiques d'une certaine façon. C'est-à-dire que il y a ils perçoivent des choses et à partir de là, ils essayent de voir qu'est-ce qui statistiquement colle le mieux avec ce qu'ils ont déjà. On peut reprendre l'exemple l'objet qui disparaît ou l'objet devant qui on met quelque chose et très rapidement le gamin regarde derrière. Oui, donc il y a deux courants de pensée sur ce modèle. Il y a ce qu'on appelle le modèle bayésien de la prise de décision, où mon cerveau fonctionne de manière bayésienne. Donc le bayésianisme, c'est une mesure de pondération. Je me dis, il y a peut-être ça, et je pèse les pour et les contre. Ou ce qu'on appelle les erreurs prédictives. C'est-à-dire, mon cerveau fait une prédiction, le monde réel nous envoie un retour, notamment chez les enfants. Et s'il y a une erreur de prédiction, il y a certains circuits qui vont dire « Ah, on s'est trompé, donc il faut qu'on corrige pour la fois d'après », et qu'on est en train d'itérer. Et donc, ces heuristiques, par exemple, vous les voyez chez les enfants, pas juste d'un point de vue cognitif, mais même physique. Un enfant qui essaye de porter une cuillère à sa bouche, au début, il en met partout. Et il améliore son modèle, et à l'âge adulte, on arrive à peu près à viser notre bouche quand on est dans de bonnes conditions. Mais donc on voit l'itération, quand un enfant essaye de marcher, c'est pas genre il débloque une capacité, il se lève et il marche. On le voit en train d'améliorer son modèle. Oui, absolument. Un déclin cognitif, c'est... Quand les heuristiques commencent à reprendre, l'approximation commence à reprendre le dessus. Oui. Vous pouvez parler fort ou on passe le micro ? Non, allez-y, je répéterai la question. Oui. Non, ça fonctionne pas du tout de la même façon. J'ai fait une conférence sur ça, donc j'ai des conférences sur plein de sujets. Le plus simple, c'est d'ouvrir la conférence. On essaye de créer des intelligences artificielles qui fonctionnent comme le cerveau. On essaye de comprendre le cerveau à travers nos études sur l'intelligence artificielle. On essaye de les mélanger. Les domaines se nourrissent, mais notre cerveau ne fonctionne pas du tout aujourd'hui comme une intelligence artificielle, pour plein de raisons. La raison principale, c'est que toutes les intelligences artificielles qu'on a aujourd'hui s'appellent des intelligences artificielles molles. Donc
qu'elles sont basées sur des entraînements de bases de données, soit ChatGPT ou n'importe qui, alors que les intelligences artificielles dures, donc qui ont une expérience phénoménologique dont on parlait, on ne sait pas encore comment les faire. On n'a aucune idée de même comment commencer. Il faut pouvoir questionner, ce serait comment d'être quelque chose. Un des articles fondateurs des sciences sur la conscience, c'est un article de 1974 qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est être une chauve-souris ?» Et il dit que même si on a découvert, et on revient à cette notion de subjectivité, que même si on a découvert tous les circuits neuronaux qui existent sur la chauve-souris, on comprend parfaitement comment ça marche. Tout, genre la prise de décision, la navigation, tout, ça ne nous dirait rien sur c'est comment être une chauve-souris. On ne peut pas se mettre dans la peau d'une chauve-souris, donc ça ne nous aiderait pas. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles n'ont pas cette expérience phénoménologique. Et enfin, notre cerveau, en tout cas moi par exemple, je fais partie d'un cadre théorique de penseurs, je ne sais pas comment on dit, de chercheurs, qui croient à ce qu'on appelle la théorie de la cognition incarnée. C'est qu'on ne peut pas comprendre le cerveau sans prendre en compte le corps et le contexte dans lequel on baigne. C'est comme si je vais essayer de comprendre un accident de voiture en regardant juste le moteur de la voiture, sans regarder le taux d'alcoolémie dans le sang du conducteur, s'il y a du verglas sur la route, ce que faisait l'autre conducteur, etc. etc. Alors que les algorithmes ne sont pas encore incarnés. Si vous prenez le logiciel, vous le mettez sur un autre ordinateur, ça ne change rien. Alors que si vous prenez mon cerveau, vous le mettez dans le corps de... Si vous prenez le cerveau de Mbappé qui joue contre le Bayern et vous le mettez dans mon corps, et il essaye de tirer un but, il y a les ligaments croisés qui sautent, et puis c'est tout. Et ça s'arrête là. Donc il y a cette notion. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des similitudes aussi. Par exemple, les biais cognitifs, on les retrouve dans les intelligences artificielles. Il y a des intelligences artificielles racistes, par exemple, des intelligences artificielles sexistes. Et il y a plusieurs raisons de pourquoi les intelligences artificielles vont être biaisées. Soit la base de données qu'on utilise pour l'entraîner est biaisée, soit elle est incomplète, soit l'algorithme qui est codé avec les biais de la personne qui a fait le code, soit les applications sont injustes. Par exemple, je peux vous montrer un exemple. Il y a une intelligence artificielle qui a été faite il y a quelques années où vous pouvez charger votre portrait et ça vous transforme en une peinture de la Renaissance, dans le style de la Renaissance. Donc on a pris une intelligence artificielle, on a fait étudier plein de portraits de la Renaissance et on lui a appris que tu peux dessiner dans le style de... Elle le fait très très bien. Jusqu'à ce que des personnes noires ont décidé de charger leurs portraits. Et donc voilà les portraits dans le style de la Renaissance de Obama, de Oprah Winfrey, qui est une personnalité de la télévision américaine, et de Laverne Cox. Ils sont blancs. L'intelligence artificielle les a changés de noir en blanc parce que la base de données des portraits de la Renaissance, c'était que des personnes blanches, parce qu'on ne faisait pas des portraits de personnes noires à la Renaissance. Et donc, on s'est retrouvé avec ça. Et il y a plein de trucs, plein d'exemples. Je vais vous montrer des exemples à n'en plus finir. Mais donc, on ne pense pas que notre cerveau fonctionne comme ça, mais il y a des ponts. Et c'est des disciplines très, très intéressantes qui se nourrissent de manière très, très étroite, on va dire. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, de réseaux neuronaux, neural networks pour les intelligences artificielles, alors qu'il n'y a pas de neurones. Oui. Oui, absolument. Vous pouvez faire des tours de magie avec des animaux, par exemple. Comme je l'ai dit, prenez une croquette, vous le faites disparaître, etc. C'est une propriété pour pouvoir être efficient. On a besoin de prédire pour préparer l'action. Si j'attends de voir un lion pour commencer à courir, ça va très, très, très mal se passer. La question, c'est combien est-ce qu'ils prédisent ? Et il y a certaines représentations, on ne peut pas savoir s'ils les ont ou pas. En tout cas, en dehors de certains grands singes et de certains, je pense que ça s'appelle des corvidacées, genre les corbeaux et tout ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les corvides, les corvidés, très bien. On est capable de prédiction et de représentation symbolique. Par exemple, de se fédérer autour d'un concept comme la France, qui n'existe pas vraiment en fait. C'est une sorte de norme sociale. Si on décide tous d'arrêter de croire en la France, elle disparaît. Si on revient à la définition de Philippe Cadic, l'argent, les fans du PSG versus les fans de l'OM. Et on peut se fédérer même avec des inconnus, avec des gens qu'on ne connaît pas, à travers des idées symboliques. Et on n'est pas sûr qu'il y a beaucoup d'animaux qui, en tout cas, qui nous donnent une raison de croire qu'ils sont capables de faire ça, à part certains grands singes et certains corvidés, et potentiellement certains mammifères marins. Mais oui, pour les restes de la prédiction, etc., ils ont tous une expérience phénoménologique. Donc, si vous êtes, on appelle matérialiste phénoménologique, vous croyez que tous les animaux sont conscients. Donc, ça a des implications sur la sentience, sur le spécisme, etc., et toutes ces questions. Il faut tout le temps, quand vous êtes face à des chercheurs, à des scientifiques, etc.,
qui travaillent sur ces sujets, c'est peut-être dans ces sciences-là où l'idéologie du chercheur a vraiment un impact sur la manière dont on conduit nos recherches. Genre, vos opinions politiques, philosophiques, sociales, vont orienter vos recherches parce que c'est des domaines qui sont encore ambigus. Donc on est en train de stabiliser, on appelle ça des domaines pré-paradigmatiques. On n'a pas encore un paradigme qui s'est imposé sur comment ça marche. Fort, c'était l'eugénisme, en fait. C'est l'eugénisme, oui, bien sûr. Absolument. Oui. Oui. Vous travaillez en français, en anglais et en arabe? Oui. Je travaille rarement en arabe, parce qu'on ne publie pas beaucoup, mais je parle l'arabe. Mais je publie en anglais les matériels scientifiques, donc mes articles scientifiques sont en anglais, parce que c'est la langue qui s'est imposée. Et la science est collaborative, donc si je veux que d'autres personnes me comprennent, il faut que je publie en anglais. Et j'écris mes livres, mes chroniques, mes conférences en français. Non. Il y a quasiment personne qui publie des articles scientifiques en arabe. Ça m'est arrivé de publier des articles dans des journaux locaux, de faire des conférences en arabe au Liban quand je rentre, etc. Mais des articles de publication scientifiques, c'est quasiment inexistant. Il y a même des mots, je ne saurais même pas comment les dire en arabe. Ça n'existe pas. Et malheureusement, en français, ça va plus dans le sens de ce qui s'est passé avec la langue arabe que les autres. Parce qu'encore une fois, il y a une sorte d'hégémonie de la langue anglaise qui a pris le dessus. Si je publie dans une revue française, tout le monde s'en fout. Genre pour le dire très très franchement, genre tout le monde s'en fout. Ça a un impact de 0. Vous pouvez publier en araméen, ça aurait quasiment le même impact. Je prends toutes les questions. Ah bah je vous ai dit de me faire un EO. Voilà. Parce qu'il y a les projecteurs et donc je ne vous vois pas en fait. Allez-y, je prends les deux. Oui, il y a des pensées de ne pas être que nos pensées nous échappent. Donc il y a ce qu'on appelle nos pensées automatiques. Et puis on a ce qu'on appelle notre métacognition, les pensées sur mes pensées. C'est cette petite voix avec laquelle je parle. Donc on fait preuve de réflexivité, ce qui me permet de planifier. Et il y a un super article qui est sorti là il y a 2-3 mois qui a dit qu'on peut monter à 4 niveaux de réflexivité. Donc j'ai ma pensée automatique, par exemple je vous dis 2 fois 2 et vous pensez à 4. Et puis vous avez pourquoi, machin, machin. Vous pouvez penser sur votre pensée, puis penser sur la pensée de votre pensée, puis penser sur la pensée de votre pensée, puis penser sur la pensée de la pensée de votre pensée. Et puis ça s'arrête là. Jusqu'à là, on a découvert qu'on peut monter à 4 niveaux. Et donc oui, vous pouvez débattre avec vous-même et passer la nuit, vous dire oui, mais non, mais non, mais oui, mais oui, mais non, et ne pas pouvoir dormir, alors qu'une de ces pensées vous dit mais dors. Donc oui, absolument. Donc il y a une autre question en haut. Selon la pause déjeuner. Oui. Oui. Le saut dans la question. Est-ce que la pensée est une matière? Non. Parce qu'on n'a pas de pensée dans notre cerveau, on a des signaux électriques. Et donc la pensée, le mot qu'on utilise, et il faut savoir qu'on a beaucoup de mots qu'on utilise en neurosciences, parce qu'on ne comprend pas très bien, il faut qu'on puisse en parler. Donc les mots qu'on utilise, c'est une propriété émergente. Ça émerge de notre activité neuronale, on ne sait pas encore trop comment. Il y a plein de choses, par exemple, une zone active une autre zone. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire encore. Et il y a plein de livres. J'étais en train de lire un livre là, il y a quelques mois pour préparer mon deuxième bouquin sur la notion d'explication en neurosciences. On a ce qu'on appelle un explanatory gap, un trou explicatif. Genre, à quel moment est-ce qu'une explication devient satisfaisante? On se dit, on a compris qu'est-ce qui est en train d'avoir lieu. Et chaque science a sa grille explicative. Par exemple, comment est-ce que le verre se casse? Est-ce que je dois l'expliquer avec les liens covalents entre les atomes? Ou est-ce que je dois descendre à une dimension sous-atomique et on revient à la physique quantique, etc., etc. À quel moment est-ce que je me dis, j'ai compris comment ça marche? Et on a tout un domaine pour essayer de décider à quel moment est-ce qu'on peut se dire, on sait comment ça marche en neurosciences et on n'est pas encore d'accord sur ce gap explicatif. Et donc, on pense que c'est une propriété émergente, donc elle existe, mais elle n'est pas matérielle, elle est cognitive. Oui.
Oui, donc là, on est clairement dans ce qu'on appelle la cognition incarnée. Oui, voilà. Donc là, on est clairement dans ce qu'on appelle la cognition incarnée. On revient à pourquoi je pense qu'on ne décide pas comme une intelligence artificielle, parce qu'une intelligence artificielle n'est pas incarnée. Donc l'algorithme vous donnerait la même réponse, que ce soit à 6 heures du matin, à minuit ou à 4 heures du matin, alors que nous, on est incarné dans un corps, dans un contexte. Et donc quand mon taux je sais pas, de glucides ou de glucose chute, ça a des influences sur comment mon cerveau prend une décision versus si je viens de prendre un bon déjeuner avec un tiramisu au dessert, donc il y a un peu de café aussi, peut-être que ça va me faire décider différemment. Et donc oui, ça pose plein de questions sur l'impartialité, sur la justice. En tout cas, si moi un jour je suis condamné, je vais faire tout pour que mon jugement soit après déjeuner, pas avant déjeuner. Euh, et donc oui, on est en proie à plein de choses qui nous impactent, qui ne vient pas de notre cerveau. C'est pour ça que je pense qu'on atteint une sorte d'impasse méthodologique en juste observant les cerveaux dans des IRM, dans des laboratoires, alors qu'on a besoin d'une nouvelle science en neurosciences, d'observer des cerveaux dans leur état naturel. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un quand il part en un premier encart le soir d'une Saint-Valentin? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un quand il voit un coucher du soleil ou qu'il voit un bateau alors qu'il ne sait pas c'est quoi un bateau? Et ça, on ne sait pas encore. Toutes les données qu'on a, c'est des cerveaux allongés dans une machine à IRM. Et c'est un gros, gros problème. Et on ne sait pas comment le résoudre. Matière, il n'y a pas de pensée. Sans matière, il n'y a pas de pensée, oui, bien sûr. Genre, le cerveau est une condition sine qua non pour la pensée. Mais, mais les pensées ne sont pas dans le cerveau. Dans le cerveau, il y a juste de l'électricité et de la chimie, quoi. Il n'y a pas un endroit où il y a le concept bouteille d'eau en tant que bouteille d'eau dans ma tête. Pas plus que il y a des photos sur mon disque dur. C'est des 1 et des 0, quoi. Et c'est même pas des 1 et des 0, on appelle ça des gates, c'est des barrières qui peuvent être soit ouvertes, soit fermées. Il n'y a pas de 1 et de 0. Il y a soit l'électron peut passer, soit il ne peut pas passer. Est-ce que vous confirmez que quand le cerveau imagine un mouvement, les zones du cerveau, justement, dans l'IRM, s'allument de la même façon que fait Alors oui et non, c'est pas de la même manière, parce que si c'était de la même manière, on ferait le mouvement. Donc les zones motrices, par exemple, ne vont pas être activées, parce que si les zones motrices sont activées, vous allez le faire. Mais il y a des zones associées qui sont similaires, ouais. Mais si par exemple je veux apprendre à jouer du basket, ou je vais prendre un autre exemple qui est meilleur, je veux apprendre à faire du vélo, je passe ma journée à regarder des gens qui font du vélo, j'imagine en train de faire du vélo, et après je monte sur un vélo, je me casse la gueule. Je ne sais pas faire de vélo, parce qu'il y a un apprentissage, encore une fois, corporel, on est des êtres incarnés, je ne suis pas mon cerveau, il faut que mon oreille interne s'habitue à l'inertie, etc. Si j'explique tout ce qu'il y a à savoir sur comment faire du vélo, le principe d'inertie, qu'il faut aller vite pour pas tomber, etc., et vous prenez donc cette personne, vous lui instruisez tout ce qu'on sait sur le vélo. Genre, vous lui faites rencontrer des champions du Tour de France, des ingénieurs de machin, des physiciens, des préparateurs mentaux. Tant que cette personne n'a pas eu l'expérience phénoménologique de monter sur un vélo, quand elle va monter sur un vélo, le vélo il va trembloter et ça va servir à rien. Donc oui et non. Genre c'est pas un truc aussi waouh que ce qu'on le vend, parce que je sais qu'on le vend souvent. On dit ouais, mais ton cerveau il le fait exactement machin. Ouais. Ça peut être intéressant, par exemple, la visualisation, quand j'ai déjà une grosse expérience. Par exemple, pour les personnes qui s'y connaissent un peu en escalade, quand vous avez fait beaucoup, beaucoup d'escalade, et vous avez par exemple une compétition en intérieur, vous pouvez regarder le mur d'escalade et imaginer votre tracé, et ça va vous aider, parce que votre corps sait faire les gestes. Mais si vous n'avez jamais escaladé, et je regarde des gens qui font de l'escalade toute la journée, je vais juste me déchirer un muscle. Il ne va rien se passer d'autre. Oui. Alors la mémoire physique, on sait très bien comment ça marche. Les neurones fonctionnent sur un principe, je suis désolé, j'utilise souvent des anglicismes, c'est pas pour me la péter, mais c'est parce qu'on travaille en anglais, qui s'appelle What fires together wires together. C'est une sorte de règle des neurones, c'est que les neurones qui s'activent ensemble deviennent potes quelque part, ils deviennent plus faciles. C'est comme si vous avez une terre à défricher, et plus vous prenez un sentier, et plus ce sentier devient défriché, et donc c'est plus facile d'utiliser. Et donc si mon cerveau est habitué, fait un mouvement plein de fois, ça devient plus facile. Donc il va privilégier ce truc. C'est pour ça que c'est très souvent plus facile d'apprendre que de désapprendre. Si j'ai un joueur de tennis qui a appris tout seul, et donc il y a un coup droit qui est pourri, et je le prends en coach,
C'est beaucoup plus facile de lui apprendre un bon coup droit qu'un joueur qui n'a jamais touché une raquette. Et je veux lui apprendre à bien jouer dès le début. Et donc, on a une mémoire musculaire à force de répétition. Et donc, c'est par exemple là où nos heuristiques fonctionnent très très bien. Si vous avez un virtuose du jazz qui doit faire un solo et vous lui dites réfléchis avant de faire, il va se casser la gueule. Si vous lui dites suis ton intuition, il va faire un super bon truc. Mais si vous avez un joueur qui n'a jamais touché un saxophone et lui dit vas-y suis ton intuition, il va vous casser les oreilles. Oui. Alors, c'est une très bonne question. Ma prochaine conférence à MK2, c'est sur comment notre cerveau crée le sentiment de douleur. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir. Mais en attendant de venir, notre cerveau, notre douleur est dans le cerveau. Elle n'est pas juste dans notre corps. C'est encore une fois des interactions. Et donc, si je perds mon bras, la zone qui représente mon bras dans mon cerveau, elle est intacte. Et donc, elle peut s'activer parce qu'une zone qui ne s'active pas va être investie par autre chose. D'où le mythe complètement fallacieux qu'on utilise 10% de notre cerveau. On utilise tout notre cerveau. Une zone qui ne reçoit plus d'influx nerveux va être utilisée pour autre chose. Et donc, vous pouvez avoir mal alors que la main n'est pas là. Vous pouvez vous gratter la joue, par exemple, et sentir qu'on vous touche la main qui n'est plus là. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre anecdote que j'ai découvert, que j'ai réalisé que ça surprend beaucoup de gens, alors que peut-être parce que je baigne dedans, pour moi, c'était une sorte d'évidence. Par exemple, quand vous avez mal, je sais pas, vous avez mal au dos, du coup, vous décidez de prendre un Doliprane. Comment est-ce que les molécules de paracétamol, donc qui est la molécule de Doliprane, comment est-ce que la molécule de Doliprane sait où aller dans votre corps pour vous soigner? Comment est-ce que le Doliprane sait qu'il doit aller dans mon genou et pas dans mes fesses? Est-ce que quelqu'un sait? C'est parce que le Doliprane agit sur votre cerveau. En fait, ça va dans vos zones de douleur dans votre cerveau et ça tue la sensation. Donc vous ayez mal à la jambe, au doigt, au dos, machin, c'est kiff-kiff pareil. Ça coupe en haut. On appelle ça le système central. Et parfois, par exemple, des personnes ont des tremblements ou des problématiques et tout le défi, c'est de savoir est-ce que c'est central ou est-ce que c'est périphérique. Est-ce que ça vient du muscle? Est-ce que ça vient du nerf? Est-ce que ça vient du cerveau? Parce que les conséquences de traitement vont être très, très différentes. Et donc, les douleurs fantômes, c'est parce que le membre fantôme existe encore dans le cerveau. Et si ces zones sont activées, vous avez mal. Et une manière de soigner les douleurs fantômes, c'est avec une boîte qu'on appelle la boîte miroir de Ramachandran. On va vous demander souvent quand vous avez mal à votre membre fantôme, vous sentez qu'il est tordu d'une manière bizarre. On va vous demander de mettre la main qui est encore présente avec un miroir. Donc votre cerveau pense que c'est la main qui est coupée. Donc vous demandez de l'ajuster. Et quand votre cerveau voit votre main ajustée, la douleur disparaît. On peut aussi jouer des tours à son cerveau. C'est pas juste lui qui nous joue des tours. Oui, madame. Oui. 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 Je pense que même si vous avez eu la pratique, la visualisation ne va pas être meilleure que la posture pour une raison très simple. C'est que dans le yoga, un des bénéfices principaux des yogas, c'est l'implication du corps. C'est comme si je vous dis, en fait, moi, j'ai des problèmes cardiaques, et donc on me recommande de faire un jogging. J'ai déjà fait du jogging dans ma vie, donc je ne vais pas en faire, je vais juste le visualiser. Mon cœur ne va pas être content. Et donc, les étirements dans le yoga, la circulation du sang, la respiration, l'implication du corps, on appelle ça les approches d'ailleurs psychocorporelles, est centrale dans les bénéfices qu'on peut en tirer. Si moi je commence à faire du yoga juste dans ma tête, donc je ne change pas ma respiration, je ne change pas l'étirement de mes muscles, la position de mon corps, l'implication dans mon rythme cardiaque, je vois très très mal comment est-ce qu'on pourrait en tirer encore plus de bénéfices. Genre j'aimerais bien voir comment est-ce que les personnes qui prétendent ça sont arrivées à cette connaissance. Genre, comment est-ce qu'ils ont décidé que pas seulement ça marche, mais ça marche mieux. J'aimerais bien voir comment ils sont arrivés à cette conclusion. Oui, mais s'ils appliquent la respiration, ils vont avoir le bénéfice de la respiration, mais pas le bénéfice de l'étirement, par exemple. Et donc, moi, si j'étais face à des personnes qui ont un handicap qui ne peuvent pas le faire, je vais leur demander de faire autant qu'ils peuvent. S'ils ne peuvent pas tenir toute la position, genre, je sais pas, ils veulent faire chien tête en bas, mais ils ne sont pas assez flexibles pour mettre la tête en bas, qu'ils la mettent à 40 degrés. Mais au moins, c'est en train d'impliquer leur corps. Je veux juste reprendre sur ce que vous dites. Le problème, c'est en fait, c'est extrêmement compliqué de dire ça marche ou ça marche pas. C'est tout le problème.
Ça marche? Non, non. C'est très très difficile. Si quelqu'un va vous dire ça marche, je pense qu'il peut y avoir un biais cognitif extrêmement fort et que si vous voulez vraiment savoir si ça marche, il va falloir le faire un grand nombre de fois, regarder comment, dans quelles conditions étaient les gens, comment ils vous disent oui, que vous disent non. Donc c'est très très compliqué. Je pense que Même si c'est pas compliqué, j'aimerais bien savoir comment ils sont arrivés à cette conclusion. Genre, il y a sûrement quelque part où cette idée a émergé. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion. non, mais Alors l'adhésion, c'est encore autre chose. On a des vrais effets d'adhésion. D'ailleurs, sur la conférence que je fais au mois prochain avec la bibliothèque, sur la douleur, on parlera des effets placebo et nocebo, qui sont clairement des effets de c'est un peu de prédiction ça et dont je d'adhésion. parlais. Ça revient à ça. On appelle ça des effets contextuels. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Excusez-moi, vous parlez après. Ça a des liens? Oui, ça a des bienfaits. En général, se foutre la paix, ça a des bienfaits. Donc, si vous la faites en méditation, en fait, ça dépend. C'est pas l'activité qui a des bienfaits, c'est l'approche qu'on a. Par exemple, j'ai déjà eu des patients qui font des burn-out alors qu'ils bossent dans des centres de yoga. Si vous mettez la pression parce qu'il faut que vous fassiez votre salutation du soleil, et puis après il faut manger, et puis ne plus manger pendant 3 heures pour que votre méditation fonctionne, etc. On appelle ça des comportements dirigés vers l'action. Donc il y a une sorte de... J'essaye de mettre la pression pour faire quelque chose. Bah, vous n'allez pas avoir des bienfaits, vous allez être stressé par devoir faire votre méditation, et ça arrive, ça peut faire rire, mais ça arrive de manière très commune. Et si vous avez des approches de comportement non dirigés vers l'action, vous faites quelque chose parce que ça vous fait du bien, que ce soit jouer à un instrument de musique, faire de la méditation, juste s'asseoir et regarder dans le vide et se laisser tranquille, on a ce qu'on appelle des aires qui s'appellent le mode par défaut. Ça s'appelle le DMN, le Default Mode Network, le réseau de modes par défaut qui s'active et qui semble avoir pas mal de bienfaits. Donc ça dépend moins de l'activité et plus de l'approche qu'on a sur l'activité. Évidemment, genre si j'ai une bonne approche sur l'activité d'aller descendre une bouteille de vodka le matin, ça va pas être bénéfique pour moi. Mais genre si je fais du sport, je fais de la méditation, du yoga, je lis un livre, je joue un instrument de musique, je peins, que ce soit je peins des toiles ou je retape ma maison, quoi. Quand on a ce désengagement attentionnel, il semblerait que ça a des bénéfices. Donc, ce n'est pas vraiment la méditation et les chakras et tout ça, c'est vraiment ce désengagement intentionnel. C'est juste que la méditation est une très bonne manière d'atteindre ce désengagement intentionnel. Peut-être que les chakras et les énergies, ça existe, mais on peut expliquer les bienfaits de la méditation sans avoir besoin de ces hypothèses supplémentaires, juste avec le désengagement intentionnel. Ça peut être jouer à un jeu vidéo. Hein. Tout dépend de l'approche qu'on a de la tâche qu'on est en train de faire. Monsieur voulait poser une question. Oui. C'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Donc on a plein d'états modifiés de conscience. Vous pouvez avoir un état modifié de conscience quand vous êtes en transe. Je connais assez bien une personne qui fait des trans qui s'appelle Corinne Sombrin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je connais assez bien Corinne. Enfin, assez bien. On se connaît. On s'est déjà croisés plein de fois. Mais vous pouvez avoir des états modifiés de conscience en fumant un joint, en faisant un jogging, quand je sais pas, vous prenez le train et vous voyez les gens comme ça assis qui regardent dans le vide. Ils sont dans un état modifié de conscience. Quand vous dormez, quand vous êtes en hypnose, quand vous rêvassez la journée, quand vous faites une tâche très très difficile, vous êtes dans ce qu'on appelle un état de flow. C'est un état modifié de conscience. Donc, on a plein d'états modifiés de conscience et la transe fait partie de cela. Et on les étudie de manière assez régulière. Alors, il y a beaucoup moins de métacognition souvent. Par exemple, dans certains états modifiés de conscience sous champignons hallucinogènes, ce qu'on appelle la psilocybine, il y a le moi qui est délié. C'est pour ça que souvent on sent qu'on est un avec l'univers, etc., des choses comme ça. Donc, ça dépend de l'état modifié de conscience. Souvent, si on est en transe, on n'est pas vraiment en train d'essayer d'apprendre genre des tables de multiplication en étant en transe. Donc, ce schéma devient pas très opérationnel. Ça dépend de la transe. Par exemple, est-ce que vous êtes en transe parce que vous êtes un derviche tourneur? Est-ce que vous êtes en transe parce que vous êtes avec Corinne en train de faire des sons avec des bols tibétains pour induire une transe dans un but thérapeutique? Est-ce que vous êtes en transe parce que c'est dans votre culture? Parce qu'encore une fois, la culture joue un rôle très, très important. Parce que dans votre culture, il faut rentrer en transe pour avoir un rite de passage pour devenir adulte, par exemple. Et donc, par exemple, il y a des transes qui durent des journées entières sous ayahuasca ou même sous méditation ou parfois avec des exercices de respiration rapide. Donc, ça dépend. On utilise le mot transe, mais on est en train de décrire plein de différents mécanismes selon la culture, selon l'anthropologie, selon la substance qui est utilisée pour entrer en transe ou non. Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est des mouvements du corps?
Genre une transe avec Corinne, ça n'a rien à voir avec une transe avec un derviche tourneur. Mais les deux s'appellent une transe. Donc ça dépend. Ok, on va prendre une dernière question. Vous en avez Allez-y. une aussi? Ok, on va prendre une dernière question là. Oui. Oui. Oui, on pense que c'est la deuxième hypothèse. Parce que pendant longtemps, on pensait que les gauchers avaient... je sors un livre dans un mois pour les petits-enfants. Ce ne sera pas à la MK2, c'est pour les enfants avec Bayard Jeunesse que j'ai fait. Et une des questions, donc on a récolté des questions de lycéens et de collégiens autour du cerveau. Et une des questions, c'était sur les gauchers et les droitiers. Et on pensait que les gauchers avaient une latéralisation différente que les droitiers. Que genre, par exemple, on a des fonctions latéralisées, que c'est de là que vient le mythe du cerveau gauche, cerveau droit, qui est un mythe qui n'existe pas. Mais les mythes sont souvent genre une sorte de mini-vérité dedans. Par exemple, le langage est souvent latéralisé à gauche. Et on pensait que du coup, pour les gauchers, ce serait latéralisé à droite, mais en fait, pas du tout. Donc, c'est plus des dominances. Mais on pense que quand c'est un avantage, c'est juste que, par exemple, si je suis tennisman gaucher, effectivement, mes adversaires ont plus l'habitude de jouer contre des droitiers que contre des gauchers, et donc je peux les mettre plus à mal. Mais je ne pense pas qu'il y a une intelligence générale plus intelligente. C'est vraiment dans des circonstances très particulières où les gauchers peuvent avoir un avantage par rapport aux droitiers. Alors, c'est ça, on ne pense pas qu'il y a une inversion totale des hémisphères. C'est encore un peu un mystère. Il semblerait qu'il y avoir des facteurs génétiques. Il faut savoir qu'il y a plein de facteurs confondants. Par exemple, pendant très longtemps, dans plein de cultures, si votre enfant est gaucher, vous le forcez à être droitier. Et donc, on a plein de faux droitiers. Et c'est que maintenant que cette stigmatisation est en train de tomber. Et donc, on attend encore quelques générations pour pouvoir étudier sans avoir des données très très polluées. Genre, c'était vraiment un truc qu'on forçait. On pouvait taper des enfants parce qu'ils tiennent le stylo avec la main gauche. On voulait vraiment qu'ils soient droitiers. Merci infiniment, Albert. Je pense que quelqu'un a demandé quelque chose sur le burn-out. J'ai entendu le mot burn-out. J'ai aucune idée vous êtes où, mais c'est pas grave. J'entends votre voix dans ma tête. C'est un peu la même chose, non? Le surménage et l'atteinte sa limite. Le cerveau, pour comprendre le burn-out, il faut comprendre c'est quoi le stress, c'est quoi l'anxiété. Mais pour faire simple, sinon je vais repartir sur 45 minutes. Un burn-out, c'est une sorte de cerveau qui lâche, qui dit qu'il ne peut plus être dans une sorte d'hypervigilance permanente. Et on se dit, basta, si quelque chose va m'arriver, je m'en fous, je lâche. C'est pour ça qu'on met des mois pour s'en remettre. C'est un état très handicapant. J'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Il est limité. Oui, il est fatigué. Ouais. On est un petit peu fatigué, peut-être aussi. Moi, ça va, mais Ok, on n'est pas fatigué de vous entendre. D'abord, un immense merci, Merci pour à cette vous. conférence absolument Merci beaucoup. passionnante. Alors, on a bien compris que vous en faites beaucoup, en particulier au MK2. c'est une fois par mois au MK2. C'est juste, c'est le des seul endroit où moi je conférences. choisis les thèmes. Donc. Le programme, alors, moi, j'y vais pas uniquement, mais ils ont un certain nombre de conférences qui sont vraiment passionnantes. Il y a Albert, il y a Charles Pépin qui est déjà venu ici, il y a Christophe Galfard qui est un astrophysicien, merci, qui a fait sa thèse avec Stephen Hawking. Il y a Gérald Bronner qui vient aussi assez régulièrement, et c'est très passionnant. Et en particulier, il y a le MK2 Bibliothèque François Mitterrand qui est tout près pour les gens qui habitent ici. C'est celui où je fais mes conférences. Pardon ? C'est celui où je fais mes conférences, Charles. Il y a Odéon et Christophe, il est à Ketsen. Oui.
Et voilà. Et Donc, Gérald de la Odéon aussi. c'était pas du tout fait pour faire un coup de pub, mais Non, on peut en profiter. C'est vraiment bien. Donc merci aussi à tous d'être venus. On était vraiment très touchés que vous veniez aussi nombreux, que vous soyez aussi fidèles, mais surtout aussi nombreux aujourd'hui. Avec les 2 handicaps qu'on avait, personne ne sait qui a gagné entre PSG et Bayern. Ouais. Ok, donc merci infiniment. Je voudrais remercier aussi l'équipe de la bibliothèque avec Gunel, Jérémy, Isabelle ce soir, Grégory qui vient d'habitude, l'équipe du théâtre, il y a Guillaume et il y a une autre dame dont j'avoue que je ne me souviens plus le nom, ça c'est le déclin cognitif. Voilà, je suis désolé auprès d'elle, mais je la remercie également infiniment. Je voudrais juste vous parler des prochaines conférences. Donc la prochaine, ça va être Jean-Noël Fabiani, qui est un chirurgien cardiaque, qui fait partie de la grande école de cardiologie de Brousset, mais qui en fait va venir vous parler d'histoire de la médecine. Et il connaît extrêmement bien, et à l'heure actuelle, il enseigne l'histoire de la médecine dans notre université. Il connaît extrêmement bien, il vous montrera les différentes étapes et par quel mécanisme, justement, on s'est aperçu que la saignée, ça servait à rien, que comment il vient d'écrire un bouquin sur Ambroise Paré de façon extrêmement très passionnante. Donc, je vous encourage à venir. Ensuite, on aura Cédric Villani, que je n'ai peut-être pas vraiment besoin de présenter, qui est un mathématicien qui a eu la médaille Fields. La médaille Fields, c'est le prix Nobel des maths, sauf que c'est tous les 4 ans au lieu d'être tous les ans, et qu'il faut avoir moins de 40 ans. Donc lui, il viendra probablement, alors j'ai un peu de difficulté à communiquer avec lui, mais il y a la date qui est fixée, et ça va être le 16 mai, et le titre, je n'ai pas encore, mais ça sera un truc qui va probablement tourner autour de à quoi ça sert les mathématiques. Et puis après, on aura Delphine Papin, qui est la chef infographiste du journal Le Monde. C'est elle qui fait les petits schémas, les cartes, les schémas pour expliquer, et qui a écrit en particulier un atlas des frontières qui est extrêmement passionnant. Donc elle vient nous parler de géographie, de géopolitique, et avec beaucoup de petits dessins. Ensuite, pour la suite, dans le cadre de la fête de la science, je vous en avais déjà un petit peu parlé la fois prochaine, on fera un format qui est assez différent. On fera ce qu'on appelle un rendez-vous des sciences et des philosophies. Vous avez compris que c'était un peu quand même le but de ce que nous voulions faire ici dans ces conférences, c'est-à-dire faire parler des gens qui sont très différents, qui peuvent être des neuroscientifiques, des historiens, des mathématiciens, des informaticiens, des médecins, etc. Et là, l'idée, c'est de les faire parler, et on prendra comme thème la santé. Donc le format, ça sera un format une journée et demie. Ça va être le 20 et le 21 octobre. Alors il faut qu'on arrive à boucler ça, hein, mais pour le moment, le programme, c'est ça. Le 21 au soir, on aura une conférence qui va être un peu une conférence assez générale sur les interactions entre science et philosophie. Et ensuite, on aura 2 demi-journées sur la santé, avec comme exemple un peu le Covid, mais on parlera certainement pas que de ça, mais toutes les implications sociales, géopolitiques, politiques, etc. du Covid, avec en fait un format où il y aura une conférence et des questions, et ensuite un débat avec 4 ou 5 scientifiques, philosophes, etc., qui viendront, et ensuite qui débattront un peu comme on fait là sur la salle. C'est en gros, on fera un format d'environ 2 heures, et il y aura, disons, 3/4 d'heure des conférenciers, enfin des participants à la table ronde, et ensuite il y aura une heure de débat. Et j'espère que vous viendrez nombreux et qu'on vous annoncera qu'on y est arrivé. On aura peut-être l'aide aussi de l'État. On en reparlera un jour. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous viendrez aussi nombreux à la conférence de Jean-Noël Fabiani, qui est quelqu'un qui a vraiment un parcours intéressant, c'est-à-dire qui c'était un des fondateurs de Médecins du Monde avec Bernard Kouchner. Il a suivi le séminaire de Jacques Lacan, ce qui est quand même pas courant pour un chirurgien. Dont, en général, on pense en général que ce sont essentiellement des manuels, mais il y en a qui réfléchissent beaucoup, qui ensuite a fait de la chirurgie cardiaque à très haut niveau,
Si j'avais eu à me faire un pontage, c'est chez lui que je serais clairement allé. Et qui fait maintenant de l'histoire de la médecine à la fois une histoire de qualité et en général assez rigolote. Voilà. Merci infiniment d'être tous venus. J'espère que je n'ai oublié aucun remerciement. Et à très bientôt.